Ce soir, nous allons inaugurer notre stand santé environnementale de Réseau A+, au Salon des maires 2022. Alors le Salon des maires, il a beaucoup changé depuis 2 ans, il a beaucoup évolué. Parmi les évolutions, effectivement, un volet environnemental qu'on a essayé de ne pas laisser cantonner sur le secteur environnement. On a essayé effectivement d'avoir une dimension environnementale qui percole et qui se diffuse dans l'ensemble des secteurs. On a pris contact avec Luc dans une ville d'avant et qui est née l'idée de travailler sur le sujet de la santé environnementale et de valoriser l'enjeu, mais surtout des expertises que vous avez, de professionnels afin de informer, sensibiliser, éclairer le public du salon, composé beaucoup effectivement de maires, d'élus, mais aussi de cadres territoriaux pour beaucoup qui travaillent dans les collectivités dans une approche beaucoup plus opérationnelle, afin que vous les informiez donc des enjeux et comment vous pouvez les accompagner, qu'est-ce que vous avez effectivement à leur offrir pour que dans leur action au quotidien, ils puissent prendre en compte ces problématiques dans leur bâtiment. Je vais déjà inviter l'ancienne présidente de Réseau A+, Annette Rimbert. Chère Annette. Moi, j'ai découvert l'amiante parce que j'enseignais dans un IUT de gestion à des étudiants qui se destinaient à être chefs du personnel. Donc, j'avais quelques notions sur cette dangerosité. Et puis, je suis devenue conseillère municipale. Et alors là, j'ai eu plusieurs grandes surprises. On faisait démonter à des jeunes un préau dont le toit était en éternite. Une entreprise qui était en démolition était démolie sans aucune précaution. Et puis, un ouvrier municipal était venu aussi me voir en me disant « Mais moi, on demande de l'acier à la scie circulaire, c'est dangereux. » Alors là-dessus, j'ai fait venir Luc Baillet. C'est comme ça que je suis entrée en contact avec le Réseau A+, et puis je me suis impliquée, j'ai encore développé mes connaissances. Et puis je pensais que c'était fini. Aujourd'hui, je suis en retraite. Et pour occuper ma retraite, je suis DDEN, déléguée de l'éducation nationale, dans une petite école. Bêtement, je pose la question de la création de cette école. Elle date de 1994. Le DTA, personne ne connaît. Donc, il y avait aussi des problèmes dans cette école. Donc, j'ai envie de dire, l'amiante ne me quitte plus depuis le début de cette carrière. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que ce que je vous raconte là, c'était il y a 20 ans, sauf pour la DDEN. Mais je pense qu'il y a vraiment un travail d'information auprès des citoyens, un travail aussi pour les rassurer, parce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a de l'amiante dans leur maison et qui le cachent. Donc je crois que vraiment les mairies devraient pouvoir créer une cellule amiante pour encourager le ramassage de ces matériaux qui restent dangereux. Bonjour, donc je suis Nathalie Lombard, je suis responsable des achats et de la réglementation, enfin de la conformité réglementaire. J'ai développé au sein de ma société des solutions pour la gestion des déchets de petites quantités. Donc en l'occurrence, les déchets des collectivités, des mairies, des abandons sauvages, tout comme pour les artisans aussi, des solutions pour évacuer leurs petits déchets. Donc on leur a créé des packs pour les aider en fait à évacuer les déchets de façon réglementaire, en suivant donc tout le processus, en les aidant dans les démarches administratives. Et on est passé par Inertam pour pouvoir évacuer les déchets de façon pérenne et que le déchet ne soit plus enfoui, mais soit au contraire éliminé, détruit, revalorisé, avec une déresponsabilisation totale, puisqu'à l'issue, la matière devient une matière inerte qui est revalorisée. Bonjour, Sasaki Laïla, je représente la société Inertam. Nous, notre cœur d'activité, c'est de prendre en charge tous les déchets amiantés et de les détruire. Donc on ne se positionne pas sur de l'enfouissement, on propose un service de destruction totale du déchet et de sa toxicité. On utilise pour cela un procédé à haute température,
à hauteur de 1500 degrés en utilisant des torches à plasma, donc une technologie électrique totalement décarbonée qui va permettre de détruire la fibre d'amiante, la fondre et de la transformer en un produit qu'on appelle le cophalite, qui n'est ni plus ni moins qu'une forme de verre et qui va pouvoir être réutilisé en usage de sous-couche routière. Donc on est vraiment dans une démarche d'économie circulaire et de revalorisation. On transforme le déchet en un matériau réutilisé. Voilà, et on le revalorise. Nous allons accueillir Alain Gec concernant un nouveau procédé pour chercher du plomb, mais sans source radioactive, qui est en cours d'homologation. Quantumérique distribue de l'instrumentation scientifique, notamment des petits appareils portables de spectrométrie à fluorescence X. Donc c'est des mots un peu qui font un peu peur, mais c'est une technologie qui permet d'analyser le plomb dans des peintures, qui est responsable d'une maladie qui s'appelle le saturnisme. Et ça fait tout à fait sens d'être ici par rapport à la problématique de la santé environnementale, par rapport à l'amiante et au plomb. Et de manière historique, l'analyse du plomb dans des peintures se font par des appareils portables qui excitent le plomb avec une source radioactive, soit du cadmium-109, soit du cobalt-57. Et le produit que je présente, c'est un produit américain qui a eu les autorisations début février pour remplacer ces sources radioactives par des mini-tubes Arimix. Donc on n'a plus toutes les contraintes liées à la gestion d'une source radioactive. Il faut savoir qu'une source radioactive décroît dans le temps, il faut la changer. Ce n'est pas recyclé, c'est un déchet qui s'enfouit. Et donc cette technologie une nouvelle technologie permettra aux diagnostiqueurs de pouvoir travailler sur la problématique plomb dans les peintures sans source radioactive, d'avoir un appareil un peu plus performant, plus rapide. Cette technologie portable permet de faire le plomb dans les peintures, qui est un des boulons du bâtiment à l'amiante. Mais avec notre technologie, on est aussi capable de travailler sur la remédiation des sites pollués et de pouvoir, de manière très simple, avec un petit appareil qui fait 1,5 kg, d'analyser le plomb, le cadmium, chrome, arsenic, mercure, enfin plein d'autres éléments, en quelques secondes dans les sols, et aussi de travailler sur la problématique du recyclage des plastiques, notamment en cherchant les éléments bromés, qu'on appelle les retardants au feu dans les plastiques. Donc ça peut être intéressant pour tout ce qui est gestion des déchets plastiques dans le bâtiment. Dans le bâtiment, il n'y a pas que des problèmes chimiques comme le plomb et l'amiante, mais nous avons aussi d'autres problèmes sanitaires, dont on a eu le Covid, entre autres. Nous, ce qu'on propose, c'est surtout s'attaquer au virus, s'attaquer à tout ce qui est infectieux. On a développé en partenariat avec d'autres personnes qui avaient déjà trouvé la chose, les UVC lointains, les UVC à 222 nanomètres. Ce sont des UVC qui ont la particularité de pouvoir être utilisés en présence de l'homme, en présence d'animaux, en présence de plantes. Ils ne pénètrent pas la couche supérieure de la peau, donc ça permet une utilisation en présence des personnes en temps réel. Donc si vous voyez, il y en a un qui fonctionne ici depuis cet après-midi, enfin depuis ce matin. Donc tout ce qui est passé devant, l'air ou les personnes, sont immédiatement désinfectées sans danger. C'est une innovation et je pense qu'elle serait bonne à mettre en place au niveau des collectivités parce qu'on sait que les infections, c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. Or, avec ce genre de procédé, on n'a pas besoin de retraiter l'air. C'est l'air qui est directement traité sans passer par un autre système et en notre présence. Merci en tout cas au réseau A+. On n'était pas prévu au départ et c'est un plaisir d'être là. Merci. Nous avons aussi des associations qui sont venues sur la problématique des ondes électromagnétiques. Oui, bonjour à tous. Frédéric Furlano, Robin des Toits. Je suis membre du conseil scientifique de Robin des Toits. Je suis là pour répondre à toutes les questions sur comment agissent les ondes électromagnétiques sur la physiologie humaine. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont dangereuses, malgré les discours plutôt rassurants de l'ANSES et des autorités, qui curieusement n'ont pas lu les publications scientifiques des années 70, des années 80, des années 60, qui ne trouvaient pas de positif aux ondes électromagnétiques et qui trouvaient plein de relations d'effets biologiques, des effets cliniques sur des pathologies lourdes liées aux radiofréquences notamment. Je suis tombé, pas plus tard qu'il y a 2 jours, sur une étude russe de 1973 où il décrivait les effets des radiofréquences sur le déclenchement des maladies neurodégénératives. En 1973. Voilà. Et nous, aujourd'hui, nous avons des autorités qui font semblant de regarder ailleurs. Voilà. Donc, ce que je dis aux professionnels, clairement, si vous voulez de l'hygiène électromagnétique, si vous voulez un habitat sain, n'attendez pas la réglementation, n'attendez pas les normes. Si vous faites ça, dans 200 ans, on y sera encore. Prenez les devants, regardez, il y a des standards
qui existent déjà, qui sont pratiquées notamment en Allemagne et en Autriche. Je pense en particulier aux standards de la biobiologie, qui fixent sur le plan électromagnétique des seuils à ne pas dépasser. Et il faut bien comprendre que dans un environnement multipollué, il ne s'agit pas simplement que de seuils d'intensité. Il faut regarder les effets cocktails avec les autres pollutions. Il faut regarder la nature de l'onde, si elle est pulsée, pas pulsée. Il y a un effet marteau-piqueur sur les cellules des ondes dites pulsées, les ondes électromagnétiques dites pulsées. Il faut regarder, prendre en compte la vulnérabilité du sujet. C'est pas la même chose d'être un adulte en pleine santé et être un bébé. Les seuils, de fait, ne sont pas les mêmes. La durée d'exposition ne doit pas être la même. Évidemment, vous savez tous, en tout cas si vous ne le savez pas, maintenant vous le saurez, que dès lors que vous augmentez la durée d'exposition, le seuil de toxicité s'abaisse d'autant. C'est-à-dire, en clair, vous pouvez empoisonner quelqu'un avec de l'onde électromagnétique si vous augmentez la durée d'exposition, même avec des faibles valeurs d'exposition. Voilà. Et tout ça, la réglementation ne la prend pas en compte, ces notions-là. Et en plus, aujourd'hui, vous êtes au courant, hein, c'est une réglementation qui a été éditée en 2002, sous la dictée du lobby industriel, puisque c'est le copier-coller des recommandations de l'ICNIR, le représentant du lobby de la radiotéléphonie. Et derrière cela, depuis 2002, nous n'avons pas pris en compte les modifications d'usage. C'est-à-dire que depuis 2002, ce sont les ados qui utilisent le plus le téléphone portable. Les forfaits illimités qui n'existaient pas en 2002 aujourd'hui sont courants. Donc on a une mutation de l'usage, de la surexposition qui fait que nous avons là un futur scandale sanitaire. Madame Toulier, concernant les victimes du plomb. Bien, bonsoir à tous. Il a été question de seuil. Alors pour le plomb, c'est simple. Seuil à l'intérieur du corps, 0. Seuil sur les sols, 0. Seuil partout, c'est 0. En fait, la législation s'est arrangée à mettre un petit peu plus haut, et encore plus haut pour les travailleurs. Et puis, quand on ne connaît pas, on invente des seuils spécifiques. Donc, notre association a été créée en 1998 suite au décès d'enfants à Paris. Il faut dire qu'un tiers des enfants du monde ont le saturnisme. Les enfants qui deviennent des adultes, merci, bonjour messieurs, mesdames, nous avons du plomb dans le corps. Et quels effets ont été produits dans nos corps, on n'en sait trop rien. Sur la reproduction, les cancers, les maladies rénales, etc. Donc les risques très importants. Et dire aux mères qu'ils ont des rôles à jouer. La principale source de contamination au plomb en France, c'est la peinture dans les logements insalubres. Donc, ils peuvent faire des arrêtés de péril, des arrêtés d'insalubrité, créer des cellules et des bureaux spécialisés sur le plomb dans leur mairie, informer, comme ça a été dit tout à l'heure. Ils peuvent aussi lutter contre les marchands de sommeil, faire des permis de louer. Et puis pour qu'il n'y ait plus de plomb dans l'environnement, eh bien, dépolluer les sites qui le sont, les sites industriels, les sites miniers. Et puis vérifier que toutes les tuyauteries en plomb ont été changées et qu'il n'y a plus de plomb dans l'eau. Ni sur les toitures, et en particulier sur la toiture de Notre-Dame. Voilà. L'association des zones blanches, Madame Bollinger. L'association Zone Blanche est une association nationale qui est présidée par l'eurodéputé Michel Rivasi, et on s'occupe de personnes qui sont devenues sensibles aux ondes. Donc on s'occupe de personnes électro-hypersensibles. Certaines sont aussi devenues chimico-sensibles. Donc on a des gens qui sont à la fois sensibles aux ondes et qui sont sensibles à la pollution chimique au sens large, très large, puisque ça peut être aussi une pollution naturelle. Ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont discriminées, elles sont de fait tenues à l'écart de la société, puisque quand vous devenez très fortement électro-hypersensible, vous ne supportez pas votre voisin, vous ne supportez plus votre mari avec votre téléphone portable, vous ne supportez plus la Wi-Fi, la box, etc. Vous ne pouvez plus aller dans les magasins, vous ne pouvez pas rentrer dans un magasin Darty qui est un cocktail d'ondes qu'on appellera l'électrosmog. Et donc, c'est l'hécatombe, votre vie devient un enfer. Et pour ceux pour qui ça se termine très mal, vous perdez votre couple s'effondre, vous perdez votre emploi,
vous ne pouvez plus tenir dans votre habitat parce que votre habitat est tellement pollué d'ondes que vous êtes obligé de quitter votre logement, vous en cherchez d'autres, vous cherchez un lieu sans antenne relais. Et dans les cas les plus dramatiques avec lesquels je suis en contact, vous n'avez plus de lieu pour vivre, au point qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont obligés de vivre dans des lieux impossibles, reculer dans des zones de forêt, ou alors vivre dans sa propre voiture pour aller chercher la zone qui n'est pas impactée. Voilà, on a des situations d'urgence dramatiques. Donc aujourd'hui, l'association Zone Blanche est là pour dire, sur la place à la santé environnementale, faites une place à la santé électromagnétique. À la santé électromagnétique, faites une place à ce sujet-là. Aujourd'hui, on parle d'amiante, on parle de plomb, mais la santé électromagnétique n'existe pas dans le bâtiment. Et donc, notre association travaille avec un comité médical et médico-scientifique également pour accueillir ces personnes et les prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, rien n'existe dans notre société puisque ce n'est pas encore officiellement reconnu. Le syndrome est reconnu en Angleterre, il est reconnu en Suède, mais en France, c'est pas encore reconnu. On a aussi ici sur ce salon pour dire que demain, nous accueillerons un promoteur immobilier qui a construit des logements pour personnes électro-hypersensibles en Suisse et que nous, on cherche des communes d'accueil en zone d'excellence environnementale pour créer des lieux pour accueillir ces personnes. Bonsoir, je représente la Chambre professionnelle des diagnostiqueurs immobiliers qui est associée à la Fédération nationale de l'immobilier, la FNIM, qui représente donc un certain nombre de sociétés qui sont chargées effectivement au travers des diagnostics de solutionner ou de trouver des solutions aussi aux différentes problématiques. Je pense que ce qu'il faut dire principalement, c'est qu'on est dans une logique de polluant des bâtiments aujourd'hui, d'accord. Souvent, c'est vrai, on parle de plomb, on parle de l'amiante, mais on pourrait parler aussi d'exylophage. Hein. On a parlé tout à l'heure d'autres polluants, mais globalement, il y a un vrai travail de fond, puisque aujourd'hui, quand on parle de la rénovation énergétique en France, et c'est tout le grand débat actuel, ça veut dire qu'à un moment on va faire des travaux, ça veut dire qu'à un moment il faut savoir qu'est-ce qu'on a comme polluant du bâtiment. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais c'était juste pour faire une petite introduction à tout ça. Si vous avez des questions, je serai disponible. Et voilà, donc avec ce journal Infodiac, ce petit recueil, voilà, sur lequel vous avez un certain nombre d'informations qui peuvent sur l'amiante principalement. Monsieur Baud, concernant votre livre que vous allez dédicacer ce soir. Moi, c'est très simple. Mon sujet, c'est la santé des salariés. Donc, j'ai un cabinet qui s'occupe de ça. Et j'ai été indigné par le fait que dans la santé au travail, on est excellent sur les diagnostics, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on est très mauvais sur l'action. Voilà. On est bon pour comprendre les problèmes. Parfois, certains restent à explorer. Et on n'est pas si bon que ça pour les régler. On a une culture de santé au travail qui est déficiente. On voit les choses de façon compartimentée. On pense aux salariés comme s'il était divisé en plusieurs états, l'état physique, l'état mental, voilà. Et on traite l'un plutôt que l'autre sans penser que sans approche globale de la santé, sans approche globale des risques qui peuvent l'exposer, auxquels il peut être exposé, et sans approche globale des solutions, eh bien on va encore avoir beaucoup de sujets à traiter sur leur bien vivre, leur travail, et leur qualité de vie au travail. Bonsoir à tous. Moi, je représente l'association Cantine sans plastique France, qui est une association qui a été créée en 2018 pour militer contre l'usage de tous les ustensiles en plastique dans les cantines. Cette association est à l'origine, a été créée par des parents qui se sont rendus compte en fait que dans les cantines, les repas étaient servis dans des barquettes en plastique dans lesquelles les repas avaient été conditionnés à chaud, stockés pendant plusieurs jours, puisque c'est la technique qu'on appelle de la liaison froide. Donc les repas sont préparés jusqu'à 5 jours à l'avance, sont stockés dans ces fameuses barquettes en plastique et sont réchauffés à même ces barquettes en plastique dans des fours, un petit peu comme les fours que vous avez chez vous. La problématique est que les plastiques transfèrent des perturbateurs endocriniens dans le contenu, donc les enfants sont contaminés chaque jour à chaque repas. Donc c'est une exposition chronique et qui les met en danger. On sait aujourd'hui qu'il y a des liens entre cette exposition à ces perturbateurs endocriniens et de nombreuses pathologies, notamment le diabète, la perte de fertilité, les troubles de l'attention, des pertes de QI,
et tous les cancers de la sphère hormonale, donc cancer du sein, cancer des testicules, etc., etc. Donc c'est une réelle problématique. Donc nous, après avoir beaucoup milité en 2018, nous avons réussi à faire passer une loi, dans la loi Egalim, l'amendement 28, qui interdira tous les usages des plastiques de la crèche à l'université. Malheureusement, cette loi ne sera applicable qu'au 1er janvier 2025 dans les communes, dans les grosses communes, et au 1er janvier 2028 dans les communes de moins de 2000 habitants. Donc la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que cette date pour nous est trop lointaine. Donc on demande aux maires d'anticiper l'application de cette loi pour protéger la santé des enfants. Et la seconde problématique à laquelle nous faisons face, c'est que suite à la promulgation de cette loi, de nombreuses mairies se sont dit être débarrassées du plastique en passant de barquettes en plastique à des barquettes en bioplastique, barquettes biosourcées. Or aujourd'hui, on sait que les barquettes en bioplastique ont exactement les mêmes problématiques que les barquettes en plastique, et donc le problème reste entier, et on leur demande simplement de remplacer les barquettes jetables à usage unique. En plus, ça arrêtera de produire des tonnes et des tonnes de déchets par des contenants qui soient réutilisables et sans danger, comme l'inox ou le verre. Maintenant, vous pouvez vous mettre juste à côté, donc tout le monde ici, pour faire une photo de famille.